Bienvenue sur Caribéen et Scientifique. Je m'appelle Maëlie, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caribéen et Scientifique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Veldaï Barbeau. Veldaï est hydrogéologue et elle va nous parler de son parcours d'expatriation depuis la Martinique à la Suisse. Bonjour Veldaï, comment tu vas? Bonjour Maëlie, ça va super, merci. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ton expatriation. Donc, je vais d'abord te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et les différentes étapes de ton parcours. Ok, ça marche. Alors, je suis Veldae Barbeau et je suis hydrogéologue, actuellement basée en Suisse, dans la partie allemande. Et voilà, sortie de la Martinique, je suis un peu passée par la France et puis ça fait maintenant quelques années que j'évolue dans le monde germanophone, je dirais. Donc, Ok. ouais. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour arriver au métier d'hydrogéologue? Alors, je vais commencer par le bac. Je pense que ce sera un beau point de Mhm. départ. Alors, j'ai passé un bac S. À savoir que, voilà, une fois passé mon bac S, j'étais plutôt ouverte sur les métiers de la santé. Donc, j'ai voulu entamer les études de médecine. Et au moment où je m'étais renseignée sur comment était le cursus, comment ça se passait, surtout sortie de la Martinique. J'ai vu qu'il fallait faire, en fait, en tout cas à l'époque où j'ai fait mes recherches, il fallait faire la première année en Martinique, la deuxième et la troisième en Guadeloupe, et puis le reste, il fallait partir à Bordeaux. Mhm. Donc moi, je me suis dit, autant partir, comme ça je fais tout dans un endroit, et puis c'est bon. Donc du coup, j'ai atterri à Nancy. Mhm. Donc j'ai tenté du coup, cette première année commune aux études de santé, qui s'appelle du coup la PACES. Et puis j'ai échoué. J'ai échoué par deux Ok. fois. Au moment où j'ai passé cette PACES, il venait d'être passé une réforme Ok. qui disait que les étudiants ne pouvaient redoubler l'année qu'une seule fois, enfin la première année qu'une seule Mhm. fois. C'était connu que des étudiants y restaient 4, 5 ans Bah avant de oui, passer, oui, c'est avant de pas passer à la évident cette deuxième. formation. Mhm. Mhm. Oui, mais c'est pas mal de travail. Donc voilà, j'ai essayé une seconde fois, ça a aussi échoué. J'avais choisi la spécialité médecine, parce qu'il y a plusieurs spécialités. Et donc, ça n'a pas marché. Donc, voilà, 2 ans de perdu, mais à la fois pas tellement perdu. Ça a été la fin de quelque chose, mais ça a été aussi le début de la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, après ces 2 années d'échec, ça a été une grosse remise en question pour moi. Je me suis demandé qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'intéresse, quel secteur d'activité est porteur pour le futur. Et puis, je suis tombée sur les métiers de l'environnement et plus particulièrement tout ce qui était l'eau. Voilà, c'est une problématique à tous les points de vue. Donc, voilà, j'ai fait encore mes recherches. Je suis tombée sur une formation de BTS, métier de l'eau, en alternance. À savoir qu'aussi, à ce moment-là, je m'étais demandé alors, qu'est-ce que je veux faire, mais comment je veux le faire? Parce que j'étais déjà assez clairvoyante sur le fait que tout ce qui va se retrouver sur mon CV, enfin tout ce que je vais faire, entre guillemets, va se retrouver sur mon CV. Donc, je voulais, vu que j'avais déjà, entre guillemets, perdu 2 ans, je voulais faire, certes, continuer à étudier, mais aussi gagner une expérience professionnelle en parallèle. Donc voilà, les formations en alternance sont arrivées comme une évidence. Donc voilà, j'ai fait ce BTS métier de l'eau sur 2 ans à Nancy. Et puis donc j'ai poursuivi sur une licence professionnelle, toujours à Nancy. Et donc à la suite de ça, j'en avais pas fini avec les études. Enfin, je voulais encore continuer à étudier, à savoir que quand on fait une licence pro, et je pense toute formation professionnalisante, les maîtres de formation ne sont pas trop enclins à ce que les Oui, étudiants continuent leurs oui, études. j'ai connu ça. Je pense qu'au niveau, après, bon, ça fait sens au niveau des statistiques. C'est intéressant d'avoir voilà, beaucoup d'étudiants qui sont embauchés direct. Donc, bon, j'ai quand même eu ma lettre de recommandation hein, de mon maître de Eh, c'est formation. bien. Et j'ai postulé pour des formations de master, du coup, en métropole. Et ça n'a malheureusement pas marché. Mes candidatures n'avaient pas été retenues.
Donc, l'entreprise dans laquelle j'avais fait ma formation en alternance pendant ma licence pro m'a embauchée en tant qu'employée. Ils étaient déjà au courant de mes motivations à continuer les études. Donc, voilà, j'ai repostulé du coup pour des masters, mais cette fois-ci à l'étranger. Je pense que la plupart de mes candidatures étaient pour l'Allemagne. Je pense que j'en avais deux ou trois pour l'Angleterre, mais c'est vrai que j'avais cette fixette sur l'Allemagne. Et ça a marché. Voilà, j'ai été acceptée dans plusieurs universités et mon choix s'est porté sur l'université de Göttingen. Donc, c'est une ville étudiante un peu au centre de l'Allemagne, dans la Basse-Saxe. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est pas trop loin d'Hanovre. Donc, voilà, donc là, j'y ai fait mon master, qui n'était pas en alternance. Donc, du coup, c'était du 100% à l'université. Et au lieu de le faire en 2 ans, je l'ai fait en 3 ans, notamment à cause de la pandémie. Voilà, il y a eu chamboulement au niveau des cours, au niveau des délais. Donc, ça a duré 3 ans. Et puis, à la suite de ça, bah, j'ai cherché un boulot et j'en ai trouvé un, toujours en Allemagne. Toujours en Allemagne. J'y suis restée, alors dans son premier ou bien deuxième poste, j'y suis restée 2 ans. Ben, voilà, j'ai changé et je suis depuis quelques mois en Suisse. OK. Ben super intéressant, franchement, ton parcours est très, très riche et je pense qu'on va essayer de le décomposer pour que, tu puisses, à travers ton parcours, donner des conseils et que les personnes qui vont nous écouter, ils puissent, se dire: «Comment je fais si je suis son parcours, quoi?» Du coup, est-ce que déjà tu pourrais nous dire un petit peu les missions, d'un hydrogéologue? Parce que, je pense qu'il y a des personnes, ils savent, à peu près ce que c'est comme métier, mais je pense que un peu dans le détail, les gens n'ont pas forcément la vision que toi tu as, étant hydrogéologue. Du coup, si tu peux nous parler un petit peu de ton métier, ce que tu fais au quotidien? Oui. Alors, dans le terme hydrogéologie, il y a deux composantes. Du coup, il y a la composante hydrologie, tout ce qui va être voilà, la science du cycle de l'eau, à savoir précipitation, euh, les eaux superficielles avec les cours d'eau, les rivières, etc. Et puis, il y a la composante géologie, c'est par définition la science du sol. Voilà, l'hydrogéologie recoupe ces deux-là. J'ai oublié du coup de mentionner les eaux souterraines, puisque un Bien hydrogéologue, sûr. finalement, c'est un spécialiste des eaux souterraines. Et du coup, il y a pas mal de facettes dans ce métier-là. L'hydrogéologue, il va faire, alors, ce que moi je fais, c'est un petit peu de prospection, à savoir voir où il y a des nappes phréatiques. Et puis, quand il y en a, un peu les analyser, faire des tests de pompage, voir si on peut les exploiter à des fins domestiques, à des fins industrielles ou pour l'agriculture. Et donc, ça va aussi comprendre la géothermie. La géothermie, c'est tout ce qui ça va être en fait capter la chaleur du sol. Il y a plusieurs types de géothermie, mais ce sur quoi moi je travaille principalement, ça va être les sondes géothermiques. Donc, c'est vraiment la chaleur de la roche qui est captée par une sonde. Et puis, donc, pour soit alimenter une pompe à chaleur, par exemple, ou bien produire de l'électricité. Et puis, il y a la partie, par exemple, pompe à chaleur sur eau souterraine. Donc, ça va être l'eau souterraine qui va être utilisée en tant que source d'énergie pour alimenter une pompe à chaleur. Ce que je fais, une autre facette, ça va être aussi tout ce qui est simulation, cartographie, mapping, monitoring et aussi, voilà, prévoir des contaminations de sol, voire mettre en place des mesures de décontamination. Par exemple, voilà, je dis n'importe quoi, il y a un site qui était anciennement exploité industriellement. Il va s'y retrouver des métaux lourds, des composants chimiques. Tout ça va percoler et s'infiltrer dans le sol, aussi via les précipitations. Et puis ça va arriver jusqu'aux nappes phréatiques. Si en aval, il y a par exemple un captage d'eau potable, ah bah, va falloir mettre des mesures en place pour décontaminer Ouais, ouais. ça. Peut-être condamner ce forage, parce que bah, ça va causer des problèmes sanitaires, Ouais, forcément. c'est assez vaste quand même, ce qu'un Ouais. hydrogéologue peut faire de manière générale et ce que tu fais. Donc je pense que tu dois pas mal t'amuser, dans ton métier. Et ouais, je C'est m'ennuie top. pas. Mais justement, Je alors m'ennuie tu nous pas. as dit que à la base tu voulais faire médecine et qu'après tu t'es réorientée, donc j'ai bien compris que tu as fait des recherches, mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à devenir hydrogéologue? Alors, c'était pas tout de suite très clair dans ma Ouais. tête et c'est en ça que la formation de BTS que j'ai faite était très intéressante Mmh. parce que, comme son nom l'indiquait, c'était BTS métier de l'eau. C'était vraiment Ouais. l'eau sous dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit les eaux,
par exemple dans un parc aquatique, que ce soit les eaux industrielles, que ce soit les eaux domestiques. Donc, ça va être tout ce qui est captage, distribution, traitement de l'eau, la partie un peu électrotechnique, la partie chimique. Ça, Mhm. c'était vraiment assez, ça couvrait pas mal les métiers de l'eau. Et puis, mon choix s'est du coup affiné avec cette formation. Pour la licence que j'ai faite, dont le nom était aux ressources et infrastructures. Donc, Ok. c'est plus un peu du génie civil, de Ouais, ouais, ouais. l'hydrogéologie. Puis, ouais, en fait, les modules d'hydrogéologie, pardon, m'ont pas mal plu. Donc, voilà, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans avec le master que j'ai fait par la suite en Allemagne. Ok. Oh, ben, c'est super de se rendre compte que au travers d'une formation que tu as choisie, ça t'a permis de finalement trouver ton métier et c'est bien. Et aussi, Absolument. je pense que le fait d'avoir fait l'alternance, ça t'a permis vraiment d'avoir du concret, parce que j'ai fait aussi de l'alternance et je trouve que ce sont des formations qui sont très concrètes et qui te permettent de vraiment ben, voir si ça va te plaire et être tout de suite ben, sur le terrain, quoi. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Exactement. C'est vrai que quand on est 100% universitaire, on est vraiment un Mhm. peu à distance du monde professionnel. Et puis, une fois qu'on y arrive, Ouais, c'est peut-être pour certains la désillusion, pour d'autres exactement. gratuitement. C'est ça. Mais c'est vrai que je trouve que les formations d'alternance sont un gros Oui, avantage. je suis d'accord avec toi, c'est vraiment bien. Et du coup, ce que je voulais dire aussi par rapport à ton parcours, c'est qu'en fait, comme c'était difficile pour toi de savoir un peu, bah, comment t'orienter, ta stratégie, c'est bien, ça a été de faire quelque chose de concret. Enfin, je pense que si tu un peu dit ça, de faire quelque chose de concret pour, réussir à trouver ce que tu voulais vraiment faire. Parce que tu aurais pu, je sais pas, refaire une licence, mais qui n'était pas en alternance et ça t'aurait peut-être pris plus de temps pour trouver vraiment ce que tu voulais faire. Donc, c'est vraiment bien, je trouve. C'est une bonne stratégie. Ça peut être une stratégie qu'on peut conseiller, par exemple, à des étudiants qui, bah, je sais pas, échouent dans un diplôme et puis qui, bah, au lieu de faire quelque chose encore de très théorique, peut-être faire quelque chose d'appliqué. Comme ça permet de donner des pistes, quoi. Tout à fait. Et puis, Mm. ben, l'autre avantage, c'est aussi ben, d'avoir ça sur son CV, quoi, C'est en termes ça, c'est ça. d'expérience professionnelle et puis de bagage universitaire qu'on a Et oui. acquis en même temps. Donc, c'est tout Mais bénef. du coup, beh, c'est clair. Mais du coup, les entreprises dans lesquelles tu étais, donc c'était la même pour ton BTS et ta licence pro ou tu as dû chercher deux entreprises différentes? J'ai dû chercher deux entreprises différentes. Ok. Alors, la première, pour mon BTS, j'étais dans une centrale électrique. Donc, j'étais vraiment sur Mhm. le pôle chimie. Il faut savoir que c'était une centrale électrique, enfin, c'est une centrale électrique à cycle combiné. Donc, il y a un circuit d'eau qui passe dans le système. Il y a des autres process. Donc, ces eaux-là doivent passer par une étape de purification qu'on appelle osmose inverse. Je pense que ça te Mhm. parle. Oui. Et puis donc, bah, du coup, une fois que les eaux sont passées dans tous les circuits, elles sont rejetées Ouais. dans des bassins de décantation. Et donc, cette eau-là doit être analysée avant d'être jetée dans le cours d'eau qui est juste à côté. Donc voilà, moi, j'étais Ok. vraiment sur cette partie analyse. Ouais. Puis, pendant ma licence pro, j'étais dans un bureau d'études. Ok. Et donc là, c'était plus des études d'hydraulique urbaine. Voilà, ça avait à voir avec l'assainissement collectif et non collectif, les réseaux d'eau potable. Voilà. Ben oui, oui. Ouais. Et est-ce que c'était assez facile de trouver tes entreprises en alternance ou est-ce que tu as un petit peu galéré? Alors, j'ai quand même eu pas mal de soutien de la part du centre de formation. Ouais. Mm. Voilà, ils sont en contact avec des entreprises qui régulièrement prennent des étudiants. Donc, c'était bien. Mais bon, à côté, il a fallu aussi que je cherche pas moi-même. Pour Bien le sûr. BTS, j'ai eu, bah, en fait, l'aide du centre de formation a été utile parce que c'est grâce à eux que j'ai trouvé le contrat. Et puis pour la licence pro, voilà, c'est par mes propres recherches que j'ai trouvé. Ok. Oh, ben super. Du coup, alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le concret par rapport à ce que tu nous as dit au début. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi l'Allemagne pour, continuer tes études? Est-ce que c'était un choix personnel ou parce qu'on peut enfin, je sais pas, je me dis que l'Allemagne, c'est quand même, bon, tu es martiniquaise, voilà, c'est pas un pays forcément auquel on s'identifie tout de suite. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as choisi l'Allemagne? Oui, alors pour la petite histoire, une fois arrivée à Nancy, donc j'ai eu l'occasion en fait de rencontrer quelques Allemands sur place, vu que c'est pas trop Mmh. loin de l'Allemagne justement.
Et puis dans mon travail, pendant ma licence pro, j'étais dans une entreprise allemande, donc il y avait des Allemands qui étaient, OK. là tous les jours. Voilà, du coup, j'étais à leur contact au quotidien et je suis tombée fan de de la Mmh, mentalité. OK. Je suis tombée vraiment fan de la mentalité, de la langue aussi et là, je OK. pense que beaucoup m'ont fait les gros yeux. Ouais, parce que franchement, moi, j'étais plus espagnole, hein, Oui, quand on devait oui, je choisir les langues. comprends, c'est plus mélodieux. En fait, ce qui m'a beaucoup plu dans la langue, c'est ce caractère que ça dégage et Mmh. puis, bah, j'aime bien me lancer des challenges. Donc je me suis dit: Ouais, c'est bien ça. Franchement, ce serait bien si je pouvais faire, un petit bout de ma vie là-bas, que ce soit pour les études Mmh. ou enfin voilà, juste pour du court terme». Donc sortie, bah, de cet emploi que j'ai eu après, après la licence pro, j'ai décidé de tenter à l'étranger justement parce que ça n'avait pas marché en France et puis j'avoue que voilà, j'avais fini enfin je pense que j'avais fait mon temps, en Ouais, je métropole. comprends. Mmh. Donc voilà, j'ai tenté l'Allemagne et ça a marché donc voilà, j'étais la plus heureuse. OK, c'est trop bien, hein, c'est trop bien. À savoir que pendant que j'étais aussi que j'habitais en France, j'avais déjà fait pas mal d'allers-retours en Allemagne pour Mmh. découvrir, hein, par moi-même Oui, ben oui. Mmh. et heu et donc voilà, ça avait vraiment confirmé, mon attrait pour la culture, oui, aussi, mais surtout la mentalité et puis la langue. Ouais, ça c'est super intéressant et c'est top. Et alors du coup, en parlant de l'Allemagne, tu nous as dit que tu as travaillé là-bas, si je me trompe pas? C'est ça, ouais. Et est-ce que ça a été facile de trouver ton premier emploi en Allemagne? Parce qu'on peut se dire quand même que, OK, tu as visité, OK, tu as des connaissances, mais c'est quand même un pays étranger auquel on n'est pas habitué. Il y a la langue. Comment tu t'es débrouillé pour, réussir à trouver ton premier emploi en Allemagne? Pour un peu recontextualiser, alors j'ai fini mes études, de master. Mmh. Puis alors à savoir que ce master, c'est un master international, donc les cours étaient dispensés en anglais et parallèlement, j'avais des cours d'allemand, 2 fois par semaine OK. et donc mais bon, sortie de ce master, mon niveau d'allemand, bon, voilà, je fais des petites discussions, mais vraiment sur des sujets très, très simples et puis pas plus. Donc j'avais pas un niveau, de fou. Et donc sortie, de Göttingen, alors j'étais dans un dortoir étudiant, donc il a fallu que je déménage, puisque voilà, j'avais rendu mon mémoire, donc voilà, j'étais obligée de partir et pour tenter ma chance, enfin pour me donner le plus de chances possible, justement, je déménage à Stuttgart. Je voulais en fait me rapprocher du sud de l'Allemagne, de Mmh. ma ville de cœur qui est Fribourg. Donc, Mmh. je déménage à Stuttgart parce que, bah, du coup, c'est une grosse ville et je me dis: «Bah, là, j'aurai plus de chance». Donc, je déménage à Stuttgart, je perds pas de temps, je postule, que ce soit pour des boulots alimentaires ou bien des boulots qui correspondent, à ma formation OK. et puis voilà, je passe pas mal d'entretiens et puis ça marche pour Mmh. un boulot qui est à Fribourg, justement. Ah ouais! Voilà, donc je serai restée que 3 semaines finalement sur Stuttgart et puis, bah OK. voilà, je déménage du coup sur Fribourg. À savoir qu'en fait, quand on cherche un travail, alors ça dépend aussi du secteur d'activité. Il y a Mmh. pas mal de moteurs de recherche qui existent, mais Oui. tous ne se valent pas, que ce soit par rapport au secteur d'activité ou que ce soit par rapport, à la zone géographique. Et puis donc faut se renseigner sur ce qui sur les moteurs de recherche pardon, qui correspondent au secteur d'activité. Et puis, il y a aussi Mmh. forcément les réseaux sociaux professionnels. Je Oui, pense bien sûr. que tout le monde connaît LinkedIn. Oui. Mmh. Mais pour les pays germanophones, ce qui fonctionne, le mieux, c'est Xing. Alors ça s'écrit Xing et donc OK. voilà, ça fonctionne sur le même principe que LinkedIn, mais voilà, D'accord. c'est là où se retrouvent tous les recruteurs et demandeurs d'emploi germanophones. Voilà, j'étais sur cette plateforme-là enfin sur ces plateformes-là aussi, heu Mmh. bah, finalement, ce sont mes recherches via les moteurs de recherche qui ont marché. Du coup, ben, super, hein, pour, les moteurs de recherche que tu as conseillés. Je pense que ça pourra aider. Et du coup, alors ma prochaine question, ça sera, est-ce que tu as dû obligatoirement, parler allemand? Parce que tu nous as parlé un petit peu des cours que tu as eu pendant ton master, mais est-ce que
c'était quelque chose que tu as dû encore plus, travailler quand tu es arrivé en Allemagne ou est-ce que ça allait, tu pouvais juste parler Dans anglais? mon Pardon. parcours en Allemagne, alors j'y suis restée entre 5 ans, donc dans la première partie, du coup, j'étais étudiante, j'étais dans un environnement très international, donc c'était l'anglais qui était parlé et puis bon, c'est vrai, à Mmh. côté, j'avais les cours d'allemand, mais voilà, je le pratiquais pas plus que ça, si ce n'est que quand j'allais chez le médecin, voilà, faire mes démarches administratives, ça et puis du coup, passer dans le domaine, enfin, dans la vie active, ah bah, effectivement, là, il a fallu que je parle l'allemand, parce que la langue de l'entreprise, c'était l'allemand et donc c'était un petit peu deux ambiances entre Ouais, le côté étudiant et puis mais c'est sûr. le côté, active. Ça a été un peu compliqué au départ, je Mmh. reconnais. Il a fallu vraiment que je mette les bouchées doubles pour progresser, parce que voilà, je me retrouvais dans un bureau d'ingénieur et donc, voilà, un bureau d'ingénieur, c'est pas franchement l'endroit, pour, continuer à apprendre une langue. Donc, ça a été très, très compliqué les premiers mois, je reconnais. J'ai pas forcément été dans un centre de formation, je me suis plus appuyée sur, les manuels que j'avais eus pendant mes études à Göttingen, pendant les cours d'allemand que je faisais. Il y a aussi énormément de contenu sur internet, ça paraît pas enfin, je pense que beaucoup le savent peut-être, mais, on peut pas mal évoluer tant qu'on se donne, la discipline de le faire. Oui, c'est sûr. Et puis, bon après c'est facile, je suis dans le pays, donc voilà, Oui, j'ai pas d'autre choix finalement que de que de converser parler quoi, ouais, dans la tu langue. pas le choix. Voilà et c'est vrai que alors je disais précédemment que je faisais pas mal d'allers-retours en Allemagne et pendant Ouais. ces allers-retours-là, j'ai rencontré du coup, pas mal de gens, qui sont devenus, des amis à aujourd'hui et qui pour la plupart vivent à Fribourg. Donc c'est vrai Ah que je me oui, retrouvais beaucoup avec eux et la plupart ne sont pas allemands, mais du coup, on parle allemand puisque, soit ils parlent pas l'anglais, soit ils parlent pas le français, donc on se comprend, OK. en parlant l'allemand, donc voilà, ça a pas mal aidé aussi et donc voilà, c'est comme ça que j'ai évolué et j'en apprends toujours, voilà, Oui, bah, bien sûr. aujourd'hui, je suis dans un autre contexte, il faut presque que j'apprenne une autre langue. C'est ça. Mais ouais, voilà. OK, mais du coup, qu'est-ce que tu faisais? Parce que je t'ai pas demandé, qu'est-ce que tu faisais en Allemagne exactement qu'est-ce que tu avais comme mission? Effectivement, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, j'étais plus dans l'hydrologie. À savoir que tout hydrogéologue aura de toute façon dans ses études la composante hydrologie, puisque ça fait partie même du mot. Donc, comme je disais, c'est tout ce qui est voilà, science du cycle de l'eau, les précipitations, les cours d'eau. OK, Clients, c'était les communes en fait qui voulaient développer des projets pour éviter des catastrophes dues à des inondations, dues à des fortes précipitations. c'est super intéressant. Mmh. En plus, ça peut vraiment être, utile pour, les Antilles, je pense. Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que la situation ou le contexte météorologique est très instable Oui, aux Antilles. C'est difficile de clairement. prévoir. Et donc, alors, ce qu'on fait, du coup, parce que je faisais dans cette mission-là, c'était basé sur des simulations hydrogéologiques. Donc, voilà, sur OK, des, euh, des précipitations avec 10 ans ou 30 ans de période de retour. Enfin, bon, ça, c'est des termes un peu techniques. Mais ouais. voilà, c'est les statistiques météorologiques qui sont Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, il y a beaucoup de stats dans ce que tu faisais. oui, effectivement. Oui, oui. Mmh. Alors plus au niveau du coup des précipitations. Après, le reste, c'était principalement de la simulation et avec des OK. programmes et voilà. Ouais, donc les personnes qui aiment les maths peuvent potentiellement aussi faire, hydrogéologue? Ah oui, ah très clairement, c'est ça Ouais. c'est des maths tous les jours. Mmh. Ouais, parce que je me rendais pas compte, hein, que c'était un métier aussi matheux, tu vois? Donc, c'est intéressant à savoir. Ici, Mmh. on joue beaucoup avec les chiffres, au quotidien. OK. Mais du coup, alors là, tu nous as dit que tu es en Suisse, donc on continue ton parcours, hein. On est parti de la Martinique à Nancy, juste pour le remettre un peu dans le contexte parce que sinon, les personnes, ils vont être un petit peu perdues, comme tu as beaucoup bougé. Martinique, Nancy, Allemagne et là, tu es en Suisse. Exact. OK et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en Suisse? Alors, j'y suis que depuis, 7 mois à peu près maintenant, OK. donc ça reste encore tout neuf, mais alors au niveau du travail déjà, du coup, je suis vraiment dans l'hydrogéologie, donc comme je l'avais dit, un peu plus tôt et Mmh. puis, c'est vrai qu'au niveau, social, je démarre un peu de zéro parce que voilà, j'avais déjà une base d'amis sur Bah, Fribourg oui, avant même d'y déménager pour le c'est travail, clair. donc c'était assez facile finalement d'avoir cette vie sociale. Là, franchement, je démarre de 0
et Ah. c'est pas évident, c'est pas évident. Mmh. C'est vrai que, voilà, je connais un peu le peuple, germanophone, je dirais, et c'est un petit peu la même chose. Ils C'est OK. vrai qu'ils sont pas forcément, amicaux au premier abord. Voilà, je pense que peut-être certains ont entendu parler de cette analogie, entre les Allemands et la noix de coco, à savoir que c'est dur de casser la coquille, mais une fois que c'est fait, on y retrouve des gens très, très amicaux. Donc, voilà, ça prend du temps, mais petit à petit, voilà, je construis mon cercle, Bah, bien sûr. amical, Mmh. et au niveau professionnel, ça se passe très bien. OK. Et mais par contre, voilà, il faut que j'apprenne quasiment une autre C'est langue. ça, mais du coup, par rapport à la Suisse, j'ai beaucoup de questions. Déjà, pourquoi la Suisse? Parce qu'après, enfin bon, pour l'Allemagne, tu nous as expliqué. Donc, là, maintenant, ma question, c'est pourquoi tu as choisi la Suisse? Alors, ça a été purement une opportunité professionnelle. C'est vrai qu'à un moment donné, dans le travail que j'avais à Fribourg, heu, mes aspirations pro n'étaient plus, satisfaites. Donc, j'ai cherché autre chose. J'aurais beaucoup aimé, trouver quelque chose, à Fribourg, mais malheureusement, c'était pas le Ouais. cas. Et puis, voilà, il y a eu une opportunité professionnelle, ici en Suisse, et donc, voilà, j'ai pas trop hésité à partir. Voilà, je me retrouve ici, et OK. Oh, bah, c'est super, hein. Et du coup, alors là, tu nous disais que tu dois apprendre une nouvelle langue? Oui, effectivement, alors, voilà, je suis dans la partie allemande. Ce qui est parlé, c'est le suisse allemand. OK. Donc, voilà, ce qui est parlé en Allemagne, c'est l'allemand standard. Enfin, évidemment, il y Mmh. a aussi des dialectes, en Allemagne. Mais voilà, ce que parlent les gens au quotidien, c'est, l'allemand standard. Enfin, en tout cas, je l'appellerais comme ça, l'allemand standard. Et puis, ce qui est parlé Ouais. ici, c'est le suisse allemand. Donc, c'est un dialecte, à savoir qu'il y a plusieurs, dialectes de suisse allemand qui diffèrent d'une région à une autre. Et par région, ça peut être d'un petit village à un petit autre village qui sont vraiment limitrophes, avec des accents différents, et il arrive que, bah, les Suisses eux-mêmes n'arrivent pas à se comprendre. Par exemple, dans le sud-ouest, dans la région du Valais, en Suisse, du coup, la partie allemande du Valais, le dialecte n'est pas compris par les personnes, ici, là où je suis. Ah, voilà, c'est à ce Ah oui. point, ça peut être à ce point Mmh. différent, tant Beh, par oui, l'accent, tant que par les mots qui sont employés. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Ça va faire j'imagine. 7 mois et je pense que je comprends peut-être 10 de plus. Ah oui. Donc, voilà, ça peut être problématique, mais j'ai de la chance. Enfin, les Suisses sont plutôt amicaux, plutôt compréhensifs aussi. Ce sont des gens qui, de toute façon, savent parler l'allemand standard, puisque dans leur cursus, à l'école, c'est l'allemand standard qui est Oui. parlé. En fait, Bah, oui, oui. dans les administrations, dans les organismes, officiels, c'est l'allemand standard qui est parlé. Donc, ils savent de toute façon s'adapter et parler l'allemand standard. Ah oui, j'aurais pas pensé parce que je me suis dit quand même en Suisse, il y a quand même beaucoup de pays, bon, c'est que, voilà, c'est proche de l'Allemagne, mais on nous dit toujours que l'anglais, c'est la langue officielle, entre guillemets. Du coup, c'est vrai que je m'attendais à ce que tu nous dises qu'il y en a un peu qui parlent anglais, quoi. Non, alors ils peuvent parler anglais, hein, il y en a qui parlent très, très bien anglais, mais ce qu'on parle, c'est l'allemand. Donc, avec mes OK, collègues, quand ça devient trop compliqué, je leur demande de switcher sur l'allemand standard quand je ne comprends plus. Pareil avec des clients, bon, ils ne s'attendent pas forcément à avoir une personne étrangère au téléphone. Donc, bien sûr. voilà, ils parlent leur suisse-allemand de façon très, très naturelle, et puis, voilà, dès que je comprends plus, bah, voilà, je leur demande si on peut switcher avec l'allemand standard, et jusqu'à présent, ça n'a jamais posé de problème. OK. Bon, ben c'est super ça, c'est super et du coup, tes entretiens, comment ça s'est passé? Enfin, est-ce que du coup, c'était en allemand classique? Enfin, comment tu allemand standard, pardon. Oui, alors j'avoue que je connais pas le terme exact, en Ouais, français, mais oui, voilà, je ouais. pense que allemand standard, je pense que, voilà, ce serait pas trop faux de le nommer comme ça. Les entretiens que j'ai eus, c'était en allemand standard, parce que, beh, du coup, mes chefs OK, sont des Allemands. Donc, d'accord. voilà, j'avais pas trop de OK, difficultés à ce niveau-là, et je pense même que, voilà, si c'était une autre entreprise, ou enfin, ou si mes chefs étaient des Suisses, voilà, ça aurait pas posé de problème, de switcher, en allemand standard. d'accord. Bon, beh, c'est super intéressant. Déjà, je pense que tu dois être super fier de ton parcours. Parce que du coup, tu as dû apprendre par toi-même. Déjà, je trouve ça bon, comme tu dis, c'est plus simple quand tu es dans le pays, mais il faut quand même le faire, quoi. C'est pas tout le monde qui arrive à s'adapter à un pays étranger comme ça, donc je pense que déjà rien que ça, c'est super, hein. Mmh. Oui, oui, effectivement. Et du coup, ma question maintenant, c'est est-ce que tu aimerais rentrer au pays?
suite à ton parcours ou est-ce que tu te vois plus évoluer, en Allemagne ou dans les pays de l'Est en tout cas? Alors, j'aimerais de toute façon, contribuer au mien, Mmh. ça c'est clair. Après c'est rentrer au pays n'est pas ma première priorité. OK. J'avoue que si moi j'aimerais vraiment, de par mon travail en fait, contribuer à ma communauté et voilà, si ça veut dire rentrer au pays, franchement c'est super. Mmh. Je ne serais vraiment pas contre, bien au contraire. Mais si ça veut dire, d'abord, rester quelques années ici, prendre encore un bagage, c'est vrai que, pour, ce que je souhaiterais faire, faut quand même avoir une certaine expérience professionnelle et Mmh. ça se fait pas en 5 ans. Ça Bien se fait en sûr. un peu plus long et donc voilà, ma priorité première c'est vraiment premièrement, voilà, d'emmagasiner de l'expérience pro pour être, Mmh. prête à contribuer au mien. Bien sûr, bah, c'est honorable, c'est super et donc ton projet sur le long terme, ça serait quoi? Tu te vois comment dans 5 ans justement? Alors dans 5 ans, je me vois, faire partie, alors soit d'une entreprise, soit d'une organisation ou d'une association, qui, travaille sur la problématique de l'accès à l'eau, OK. potable et gérée de façon, durable et responsable. Donc voilà, je pense et quand je dis que je veux contribuer au mien, forcément je pense au pays, avec les gens qui me ressemblent. Bien Donc, sûr, ça concerne de toute façon la Caraïbe, ça bien concerne sûr. de toute façon aussi la Martinique. Je pense que voilà, la thématique de l'état des canalisations, aux Oui, Antilles est est plus que connue. c'est une grosse problématique. Donc voilà, je me vois dans une organisation, une entreprise qui, se penche sur cette thématique-là, de l'accès Mmh. à l'eau, salubre et puis, gérée de façon durable et responsable. OK, super, c'est un super, projet et du coup, bah, on sent quand même que tu es très proche de ton île, de ta famille, de tes amis à travers tout ce que tu nous as dit. Comment tu as réussi à gérer cet éloignement? Est-ce que c'était compliqué ou est-ce que tu as su te créer des stratégies pour, te sentir mieux? Si tu te sentais mal, bien sûr. Mmh. Hem, alors alors au niveau de la famille, je suis pas forcément quelqu'un qui ait besoin de cette, proximité physique Mmh. avec ma famille. Tant que voilà, je les ai au téléphone, que je les vois par visio de façon très régulière, ça Ouais, me va. Évidemment, au bout d'un certain temps, j'ai besoin de les voir, bien sûr. mais je veux dire, au quotidien, voilà, tant que j'ai de leurs nouvelles, je me porte bien. Mais justement, dans mon quotidien, ils sont pas avec moi et quand même Mmh. important d'avoir, une vie sociale et donc c'est là que les amis jouent un rôle assez important. Mmh. Ils vont pas n'importe quels amis, évidemment des bonnes personnes, hein. Bien sûr. C'est important de bien s'entourer. Donc voilà, quand j'étais en Allemagne, quand j'étais étudiante, franchement, je pense que le plus dur, c'est de pas se faire des amis quand on est dans ce genre de C'est contexte-là. clair. Et puis, comme je disais, quand j'étais à Fribourg, j'avais déjà ma base d'amis, Mmh. qui n'a pas changé, donc voilà et puis, bah, il y a ma situation actuelle où, comme je disais, faut que je démarre de zéro Bien et sûr. c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident Mmh. de trouver en plus, bon, je vis pas dans une grosse ville donc j'ai tendance à penser que plus on vit dans une grosse ville, plus il y aura des Oui, activités bien sûr. pour tous les Mmh. goûts, pour plusieurs types de cultures ou pour tous les goûts musicaux. Voilà, autour de moi, il y a pas vraiment ça donc il faut que je fasse un petit peu des kilomètres, Mmh. pour avoir ça. Mais je le fais parce que c'est important pour ma vie sociale et c'est important au final pour ma santé mentale. C'est ça, je pense forcément dessus. Donc voilà comment je pallie à ça pour l'instant et ça m'est à évoluer. Oui, 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 mais c'est déjà très bien, je pense. Ça permettra de donner des pistes aussi aux personnes qui vont, être un peu expatriées comme toi et enfin pas un peu, être expatriées comme toi et ça pourra les aider à mieux s'adapter, quoi. Donc c'est super, hein. Absolument, c'est vrai qu'il faut savoir en fait, je pense que quand on est à l'étranger, heu, on apprend sur soi énormément et du coup, on apprend à savoir, ce dont on a besoin pour être bien et donc c'est différent, hein, pour chaque personne. Pour moi, c'est vraiment, d'être, parmi des gens qui me ressemblent, avec qui partagent mes goûts musicaux, Bien aussi sûr. culturels. Évidemment, je sais m'adapter à différentes situations, mais voilà, je me sens bien quand je suis avec des gens qui me ressemblent et voilà. Mais c'est normal, c'est normal. Alors du coup, on va continuer un peu sur les questions perso. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés justement que tu as pu rencontrer en tant qu'expatrié?
Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est vrai que, quand on va à l'étranger, bah, du coup, c'est l'étranger, donc le fonctionnement du pays peut être différent. Par exemple, voilà, quand il faut déménager et qu'il faut s'enregistrer à la mairie, c'est vrai que voilà, ça, enfin, il faut de toute façon se renseigner, hein, pour savoir comment marchent certaines choses. Je dirais que le plus dur, ça aurait été la langue, apprendre la langue. Heu, c'est de toute façon nécessaire. Mais c'est vrai que bon, l'allemand, c'est pas la langue la plus simple, je le reconnais. Alors autant voilà, j'aime beaucoup comment ça sonne, mais autant, c'est vrai qu'à un moment donné, pendant les cours d'allemand que j'avais, je me disais: «Mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? C'est une punition franchement». Mais, mais voilà, mais en tout enfin, je me suis envoyée toute seule pour répondre à la question. C'est un challenge, tu as dit, donc voilà. Voilà, exactement, exactement. J'aime me challenger. Tu fais pas les choses à moitié, quoi. Non. Non, bah, voilà, en tout cas, une grosse difficulté, ça a été la langue et puis ça prend du temps. On se sent confiante à parler, alors autant de comprendre une langue, ça je pense qu'en général, on comprend plus rapidement, qu'on ne parle, qu'on communique, qu'on s'exprime dans la langue. Donc ça a pris du temps, mais bah, voilà, j'y suis et je continue à apprendre de toute façon. Autre difficulté, ça a été le côté, humain, je dirais, notamment au niveau professionnel. Alors, dans ma partie étudiante, franchement, tout allait bien. Voilà, quand on est dans un cercle avec des gens qui viennent de partout dans le monde, les gens sont ouverts d'esprit. Enfin, en tout cas, de mon expérience, j'ai pas eu de choses négatives. Donc là-dessus, il y a pas de problème. Par contre, une fois effectivement dans le monde du travail, je me retrouve avec des Allemands, dans cette vie allemande. Et c'est là que, au niveau humain, c'était un peu plus compliqué. Mmh. Voilà, comme je dis, c'est pas le peuple le plus amical de prime abord. Ouais. Donc, ouais, faut résister. C'est vrai que les domaines où je suis, c'est assez masculin. Et aller sur des chantiers, donc voilà, sur les chantiers, ce qu'on retrouve principalement, c'est des hommes. Et donc, voilà, être prise au sérieux en tant que femme et en plus étrangère, c'est pas tout le temps évident. Donc, il y a eu des périodes difficiles. Et puis, voilà, quand il fait froid, qu'il n'y a pas de soleil depuis combien de jours, ça en rajoute par-dessus. C'est sûr. Mais du coup, par rapport à ce que tu nous disais, comment tu as réussi à ce que tu sois crédible, justement, par rapport à ces hommes qui pouvaient, ben, douter de tes compétences ou, enfin voilà, te stigmatiser un peu, quoi? Ah bah, faut travailler plus, faut montrer, prouver qu'on dit, bah, ça a le Mmh. mérite d'être, écouté et pris en compte Ouais. également. Et alors c'est aussi difficile quand on maîtrise pas la langue parfaitement, puis c'est un mots qui sont plus subtils que d'autres, forcément. Donc c'est vrai que ça rajoute de la Mmh. difficulté. Mais ouais, j'avoue que, bah, encore une fois, hein, challenge et faut parfois faire preuve d'abnégation, voilà, faut être un peu obstiné et continuer malgré que ce soit difficile, démoralisant. Parce qu'au final, ça paye. Voilà, on se rend compte que oui, bah, voilà, tu pas plus bête que quelqu'un d'autre et que Bah, non voilà. et puis il faut des personnes comme toi parce que sinon, bah, rien ne change, en fait. C'est toujours, un monde, pardon, très masculin et faut des personnes, faut des femmes aussi qui montrent qu'on, bah, qu'on sait faire aussi le job comme eux, quoi. Exactement, exactement. Mais il y a de plus en plus de femmes, donc voilà, c'est plutôt bien. Ça, c'est super, hein. Ouais, c'est clair. Mais justement, alors, de quoi es-tu le plus fier dans ton parcours? Par rapport à tout ce que tu nous as raconté? Le plus fière, alors je dirais, heu, ouais, d'avoir appris la langue juste à un niveau, bah, du coup technique pour pouvoir, évoluer dans un bureau d'ingénieur, Ouais, bah, à oui. écrire des rapports de A à Mmh. Z. Alors évidemment, je fais des fautes, hein, je laisse toujours Oui, c'est normal. mon collègue, corriger, enfin, du coup, corriger mes fautes et vérifier ce que j'ai écrit. Mais voilà, je dirais, ouais, apprendre la langue jusqu'au niveau, que j'ai aujourd'hui. Ouais, mais c'est top, c'est super. Et du coup, ben, on en parlait tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu aurais aimé dire aux jeunes filles caribéennes qui auraient aimé, évoluer comme toi à l'étranger, mais qui ont un petit peu peur aussi, qui ont des réticences? Alors, pardon, je leur dirais, bah, de ne pas avoir peur de rêver grand, Mmh. et aussi de ne pas avoir peur de mettre des moyens pour arriver à ce que voilà, à leurs objectifs. Voilà, beaucoup l'ont fait avant elles, beaucoup le font en ce moment, beaucoup le feront Oui. encore après elles.
Et je pense que d'ailleurs, le podcast que tu fais est super, vraiment génial, je trouve. Voilà, c'est Ah, une source merci. de motivation. Je pense que beaucoup auraient voulu avoir ces petites bribes d'informations de personnes qui Mhm. ont l'expérience, C'est clair. voilà, pour leur donner cette impulsion qui leur manque. Donc, ouais, je dirais, voilà, n'ayez pas peur de rêver grand. On vient d'une petite île, certes, mais on Oui, a un potentiel de ouf. c'est clair. Voilà, de ne pas hésiter. De toute façon, que ce soit sur du court ou du long terme, je pense qu'aller à l'étranger, c'est de toute façon extrêmement intéressant. C'est Oui, tout à fait. formateur, c'est Ouais, forgeur. Ça apprend énormément sur soi-même c'est et clair. c'est nécessaire hein, dans la société dans laquelle on est. Voilà, se connaître, Oui. c'est plus qu'essentiel. Et puis, on en apprend sur les autres. On en apprend sur ben, l'humain. Parce que j'avoue que bon, je ne suis pas allée dans beaucoup de pays dans le monde. Hein, j'avoue, j'ai fait quelques pays. Enfin, j'ai C'est déjà bien quand même. vécu que dans quelques pays. Mais voilà, je me rends compte que l'humain, quelle que soit la langue qu'il parle, sa culture, etc., un humain reste un humain. Exactement. Mais c'est intéressant, voilà, de voir comment les choses se passent ailleurs. OK. Bah, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour la fin du podcast? Puisque là, bah, le podcast arrive à sa fin. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, alors, je dirais 2 choses. La première chose, c'est je m'adresse à la jeunesse entière, donc les filles ou les garçons. N'ayez pas froid aux yeux, franchement, lancez-vous et voilà. Il s'agit juste de mettre, les efforts et le travail pour arriver à ses fins. Alors parfois, ça demande peut-être un peu de chance, et puis, ben, on n'y arrive pas. Peut-être que c'est parce que le chemin n'était pas fait pour nous. Mais en tout cas, voilà, de ne pas baisser les bras. Et puis, deuxièmement, bah, merci à toi de m'avoir Ah, invitée sur ton c'est moi qui podcast. te remercie. Voilà, j'en suis honorée et Oui, bah, moi aussi. Ben, merci beaucoup Veldaé, franchement pour cet épisode. Je pense qu'on a pas mal décortiqué ton parcours. On se connaît depuis ouais, ça va faire plusieurs années là, mais j'ai découvert des choses. Du coup, c'est super. Je trouve que ton parcours est, beh, déjà très original parce que c'est pas tout le monde qui se dit, «Ah bah tiens, et si j'allais, travailler en Allemagne?» Donc ça, enfin moi je trouve que c'est génial. Et Mmh. bah, ça force, l'admiration et je pense que ça permettra d'inspirer beaucoup de personnes, hommes ou femmes, hein, parce qu'effectivement le podcast, c'est pas uniquement pour les jeunes filles, c'est pour tout le monde. Bah, un petit peu à suivre, ton parcours et aussi à se dire, bah, que c'est possible, quoi. Donc je tiens vraiment à te remercier et te féliciter aussi pour ton parcours qui, bah, continue encore et je suis sûre que tu arriveras à faire ce que tu souhaites. Du coup, ben, merci beaucoup et puis, à bientôt. Oui, ça marche. Merci à toi. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.